Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour poursuivre cette édition de 22 heures dont elles sont les faits marquants. Le chef de la diplomatie djiboutienne a évoqué les enjeux cruciaux des négociations qui sont déroulées à Paris sur le changement climatique. C'était le retour du chef de l'État hier. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn salue les investissements directs de la Chine dans le continent africain, ce qui va insuffler un nouvel élan pour le développement en Afrique. C'est ce qu'a déclaré Haïlé Mariam Desalegn. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le sommet sur le changement climatique à Paris a pris fin hier et a laissé la place aux réunions des experts et des ministres qui vont se pencher jusqu'au 11 décembre avec pour objectif parvenir à un accord contraignant. Le chef de l'État a pris part à ce sommet aux côtés de 150 chefs d'État et des gouvernements. Eh bien, un sommet organisé conjointement par le gouvernement français et les Nations Unies. La COP 21 ambitionne de poser les jalons d'un véritable tournant dans l'approche d'une véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre, que tous les États, dont principalement les pays industrialisés et grands pollueurs, sont dans l'obligation de s'imposer des règles strictes de réduction de ces gaz sous peine de voir la planète se réchauffer de plus en plus. Le chef de l'État a prononcé un important discours lors de ce sommet où il a évoqué en long et en large la menace que le changement climatique avant de rappeler les grands pollueurs à prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la vie sur Terre. En marge du sommet, le président Guilly a rencontré son homologue américain Barack Obama. Les deux chefs d'État ont abordé au cours de cet entretien des sujets d'intérêt commun dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, les situations au Yémen et en Somalie. La lutte contre le changement climatique et la lutte contre le terrorisme sont deux grands défis mondiaux auxquels la communauté internationale doit faire face. Se sont succédés soutenir les deux chefs d'État. Le président est rentré au pays, c'était sur les images en début de soirée après sa participation au sommet. À l'issue de laquelle la communauté internationale, les chefs d'État présents là-bas, devaient tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes dans une situation où les émissions des gaz à effet de serre vont provoquer dans les années à venir une augmentation de la température partout dans le monde. L'objectif ultime qui a été fixé, c'est de pouvoir garder l'augmentation de la température de la Terre en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré à l'horizon 2100. Vous savez, les conséquences du réchauffement de la Terre sont d'abord la désertification que notre pays connaît déjà depuis 20 ans, les inondations dans certains pays d'Asie, l'acidification des océans, la montée des eaux des océans où certaines îles risquent de disparaître complètement comme les Maldives et d'autres encore, et donc des conséquences désastreuses pour toute l'humanité. Dramatique et désastreuse. Les chefs d'État qui sont réunis ont lancé donc cette COP21 à Paris. Elle va se dérouler encore pendant une dizaine de jours. L'objectif ultime, c'est que les pays puissent annoncer et se conformer à des réductions qu'ils fixeraient eux-mêmes de manière volontaire, mais qui seraient contraignantes. Il faut qu'il y ait un accord contraignant. L'Afrique tout entière ne produit que 4% du CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère, alors que les pays pollueurs, les grands pays pollueurs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis sont au-delà de 20%. Et donc la bipolarité des négociations est là. Les pays du Sud qui subissent de plein fouet les conséquences et les effets des changements climatiques exigent et demandent aux pollueurs, aux pays développés et aux pays émergents d'aider les pays africains à l'adaptation, d'accompagner les pays africains à développer des programmes pour lutter contre les conséquences des changements climatiques. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'annonces importantes qui ont été faites. On entend souvent des bonnes intentions, mais je crois que les négociations vont être difficiles parce qu'il y a des obligations pour certains qui ont déjà pollué de faire un effort dans la transition énergétique, pour ceux qui sont émergents également de s'embarquer dans cette transition énergétique sans pour autant compromettre leur processus de développement et surtout permettre aux pays je dirais de l'Afrique subsaharienne, aux pays du Sud, de bénéficier de ces programmes d'adaptation.
Et l'Afrique qui subit les conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle n'est pas responsable de l'émission de gaz à effet de serre, estimons qu'il y a une dette écologique que le monde doit régler à l'égard du continent africain. C'est dans ce sens qu'une réunion des chefs d'État du continent africain a eu lieu hier lors du sommet où bien sûr le président djiboutien a participé. Et bien justement, face à la menace du changement climatique, les pays africains veulent mettre en place un projet d'édification d'une grande muraille verte à l'orée du Sahara et du Sahel, traversant l'Afrique de l'Ouest à l'Est. Dans son intervention, le président djiboutien a rappelé que ce projet ne consiste pas seulement à planter des arbres le long d'un tracé traversant l'Afrique d'Ouest à l'Est, mais il s'agit plutôt de créer un couloir de développement durable permettant aux populations concernées de sortir des affres de la pauvreté. La suite dans ce reportage. Dans le cadre de la COP21, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé hier aux côtés de 14 chefs d'État et de gouvernement africains à un sommet consacré à l'Afrique et baptisé Défis climatiques et solutions africaines. Au cours de ce sommet, les participants ont discuté sur les voies et moyens de financer des projets identifiés comme prioritaires pour l'Afrique. Ainsi, le projet de Grande Muraille Verte a été relancé. La Grande Muraille Verte a été évoquée au début des années 90 avec pour objectif de créer un espace végétal protégé de Dakar à Djibouti de plusieurs milliers de kilomètres de végétal d'est en ouest, couvrant le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad, le Soudan du Sud, Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée. Dans son intervention, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a dit: face à cette menace, le projet d'édification d'une grande muraille verte à l'orée du Sahara et du Sahel ne consiste pas seulement à planter des arbres le long d'un tracé traversant l'Afrique d'ouest à l'est, mais il s'agit plutôt de créer un couloir de développement durable permettant aux populations concernées de sortir des affres de la pauvreté. C'est pourquoi le projet de la Grande Muraille Verte comporte plusieurs composantes, notamment la mobilisation des ressources en eau, le développement des énergies renouvelables, l'agropastoralisme, la promotion des activités génératrices de revenus. La France a annoncé le financement entre autres des énergies renouvelables en Afrique à hauteur de 2 milliards d'euros. Dans cette logique d'aide, l'Afrique a lutté contre le changement climatique et la Banque mondiale, elle aussi, a lancé un plan d'action qui ambitionne de rassembler des financements à hauteur de 16 milliards d'ici 2020. L'institution internationale s'est engagée à contribuer pour sa part à hauteur de près de 6 milliards de dollars qui seront, eux, essentiellement des dons. Poursuivant son intervention, le président Ismaël Omar Guelleh a indiqué que Djibouti fut parmi les premiers pays à ratifier la Convention sur la Grande Muraille Verte, car nous sommes convaincus de son importance et de sa nécessité. C'est dans cet esprit que mon pays a par ailleurs élaboré une stratégie et un plan d'action dans lesquels ont été identifiés les projets à mettre en œuvre pour l'édification de la Grande Muraille Verte. Conformément à ce plan d'action et dans le couloir national de la Grande Muraille Verte, des actions de reboisement et de développement ont été menées de la zone côtière à la plaine d'Aralé. Ainsi, nous avons déjà construit des seuils et des micro-barrages afin de mobiliser les eaux de surface, et ce dans le but d'augmenter l'accès à l'eau pour les populations rurales affectées par le changement climatique. Grâce à cette eau mobilisée et dans l'objectif d'augmenter la résilience des populations, le gouvernement a développé des périmètres agro-pastoraux. Cependant, l'absence d'un financement international et les craintes budgétaires nationales ne nous ont pas permis de mettre en œuvre des actions d'envergure permettant de renverser le phénomène de désertification. C'est pourquoi nous lançons ici un appel à la communauté internationale pour soutenir ce grand projet africain. L'idée de la Grande Muraille Verte est instituée pour faire face à la désertification galopante qui affecte les pays subsahariens. Et cette nouvelle encourageante où Paris promet 2 milliards d'euros à l'Afrique d'ici 2020 pour développer des énergies renouvelables. C'est ce qu'a annoncé le président français François Hollande lors d'un sommet avec les dirigeants africains hier. Retour à Djibouti où une cérémonie de réception de 2 patrouilleurs s'est tenue ce matin au quartier général des gardes-côtes, un don du Japon qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples, djiboutiens et japonais, et traduit en même temps de l'excellence des relations de collaboration et de coopération qui unissent les deux pays dans leur vision commune de la sécurité maritime.
Cette cérémonie, donc placée sous le patronage du Premier ministre, a vu la participation de l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, des membres du gouvernement ainsi que des nombreux officiers de tous les corps de l'armée. Les 2 patrouilleurs de type 20 mètres d'un montant d'1,340 milliard de nos francs sont dotés des dernières technologies de navigation adaptées aux conditions maritimes régionales, capables d'effectuer des missions de longue durée, rapides et d'une navigabilité exceptionnelle. Ces 2 patrouilleurs seront le fer de lance de l'action dissuasive que mène la garde-côte pour faire face aux activités illégales dans le domaine maritime et les détroits de Bab el-Mandab. Le Japon affiche l'appui à la stabilité régionale parmi les piliers de l'orientation de coopération à Djibouti. Et ce projet se conforme parfaitement à notre politique, permettant le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte. La garde-côte naît de la vision stratégique du président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne cesse pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'accomplir son vœu de voir une force de sécurité au domaine maritime qui applique la loi, qui assure la sécurité maritime de notre pays, ainsi que la région. Je saisis cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements au président de la République. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le peuple et le gouvernement du Japon pour la foi à notre institution et leur soutien constant qui nous ont permis d'accomplir nos objectifs nobles. Sans transition sur ce sujet, écoutez cette fois le ministre de l'Équipement et des Transports par intérim, Mohamed Ahmed Awali, qui a salué dans un premier temps le partenariat solide entre le Japon et l'institution de la garde-côte, tout en indiquant que ces 2 patrouilleurs auront une portée significative à la sécurité maritime. Écoutez. Les mers et les océans qui occupent 70% de la planète bleue font l'objet de nombreuses convoitises. Bien entendu, c'est aussi le lieu de la circulation des marchandises et il faut les protéger des prédateurs. Djibouti, placé au détroit de Bab el-Mandeb, est un des pays les plus concernés puisque c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. C'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a créé l'institution dénommée Garde-côte djiboutienne. Depuis sa création, cette institution ne cesse de se renforcer et son efficacité de s'accroître. Aujourd'hui, nous assistons à la réception de 2 patrouilleurs. D'après les professionnels, les officiers versés dans ces métiers, ces 2 patrouilleurs vont nous permettre, seront capables, avec les instruments de navigation et de visée, ainsi que des instruments de télescopie, vont permettre de balayer loin et large pour voir les prédateurs qui nous assaillent quotidiennement. Par ailleurs, ces 2 patrouilleurs nous permettront d'aller plus vite et plus loin pour atteindre ces prédateurs qui ont l'habitude de s'enfuir avec des bateaux de plus en plus rapides. Et enfin, une fois que ces patrouilleurs arrivent à atteindre ces prédateurs, il va falloir disposer
des forces de dissuasion pour le ramener au niveau de notre côte et passer à la discipline et à la justice. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a précisé dans son intervention que le renforcement des capacités des moyens nautiques depuis la création de la garde-côte était une priorité pour le gouvernement djiboutien. Selon le Premier ministre, cette institution protège l'ensemble des complexes et installations portuaires qui portent vers l'avant le développement économique et social de la République de Djibouti. Écoutez le Premier ministre. Je suis heureux que vous soyez parmi nous pour l'inauguration de ces deux très importantes vedettes offertes par le gouvernement et le peuple du Japon. Cette nouvelle dotation entre dans le cadre du renforcement de notre sécurité et de la maîtrise de nos eaux territoriales. La qualité du matériel mis à leur disposition avec ces dons leur permettra d'intervenir rapidement avec confiance sur tous les lieux où notre sécurité maritime et notre environnement marin sont menacés. Il appartient désormais aux hommes et aux femmes chargés de leur utilisation de faire preuve de la grande vigilance et du professionnalisme nécessaire pour faire face aux dangers qui pourraient survenir. La réalisation de ce projet permettra de consolider la politique gouvernementale qui souhaite assurer la sécurité des biens et des personnes et le respect des règlements environnementaux internationaux pour consolider notre développement. Le gouvernement a en effet pour objectif de permettre à tous de participer au développement du pays et dans les meilleures conditions possibles. Et par la suite, le Premier ministre a procédé à l'inauguration de ces deux patrouilleurs. Ces deux joyaux de la mer sont capables de transporter chacune 15 membres d'équipage et dans le même sens effectuer des patrouilleurs en haute mer. Et ces patrouilleurs donc dotés d'une technologie de navigation adaptée aux conditions maritimes régionales sont capables d'effectuer des missions de longue durée, rapides et d'une navigabilité exceptionnelle. Rappelons que notre pays a une façade maritime de 374 km et tire l'essentiel de ses ressources du trafic maritime et des activités portuaires. La sécurité maritime donc constitue pour notre pays une question de la plus haute importance. Grâce à l'appui constant des autorités nationales et avec le soutien des pays amis, la garde-côte est montée en puissance en un court laps de temps et elle a amélioré les capacités de ses hommes, renforcé sa flotte navale pour mieux accomplir ses missions. Autre actualité de ce soir, une délégation tripartite représentant la République de Djibouti participe aux travaux de la 13e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail qui se tient à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, du 30 novembre au 3 décembre 2015 sous la conduite de Abdi Hussein Ahmad, ministre du Travail et de la Réforme de l'administration. Eh bien, cette réunion de haut niveau est consacrée d'abord par l'examen du rapport du directeur général de l'OIT, Gurider, intitulé « Vers un développement inclusif et durable en Afrique grâce au travail décent ». Ensuite, s'en est suivi un dialogue de haut niveau portant sur le travail décent en Afrique dans le contexte post-2015, droit et dialogue social pour une croissance inclusive et durable. Deux débats en séance plénière, le premier consacré à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et le second à l'emploi et les nouvelles technologies des possibilités pour la jeunesse africaine et une séance spéciale sur la promotion et la mise en œuvre de la déclaration des principes tripartites de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale en Afrique figure parmi les thèmes traités. Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de la sécurité sociale a tenu ce matin une journée d'information au profit des représentants des employeurs de la place sur les nouvelles dispositions et modalités de calcul des nouvelles réformes de cotisation sociale promulguées par le président de la République en octobre dernier. Et cette rencontre donc avait pour objectif d'expliquer aux représentants des employeurs du pays
les dispositions et les modalités de calcul des cotisations de l'assiette de cotisation due à la CNSS. Rappelons que ces nouvelles réformes de cotisation ont été décidées en commun accord avec le conseil d'administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'organe suprême de gestion qui est un conseil tripartite où sont représentés les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Une démarche participative avait indiqué la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale qui présidait les travaux de cette séance. La directrice a également souligné que ces réformes étaient nécessaires parce que le système de cotisation est resté immuable durant 30 ans. Permettez-moi de vous rappeler que ces nouvelles réformes initiées par la CNSS ont été décidées et débattues d'abord au conseil d'administration de la CNSS, qui, comme vous le savez, est l'organe suprême de gestion, qui est un conseil tripartite où sont représentés les employeurs, les syndicats, mais aussi le gouvernement. Ces réformes ont été, ces nouvelles mesures ont été débattues en avril 2015 au conseil d'administration, qui a délibéré par la suite. Nous avons soumis ces projets d'arrêté au Conseil des ministres en septembre 2015 et finalement, après 2 mois de débat au sein du Conseil interministériel et enfin au Conseil des ministres, l'arrêté numéro 2015-605 portant modification du plafonnement de rémunération entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations et révalorisant les barèmes d'évaluation forfaitaire de la contre-valeur des avantages en nature a été approuvé et signé par le président de la République. C'est dans cette démarche participative que nous tenons aujourd'hui cette journée pour partager avec vous les nouvelles dispositions, les nouvelles modalités de calcul de l'assiette de cotisation liée à la CNSS. Le haut responsable de la CNSS en charge du recouvrement des cotisations sont également présents aujourd'hui ici et sont là pour répondre à toutes vos questions et interrogations à ces sujets. Avant de terminer mes propos, sachez que ces réformes sont nécessaires parce que notre système de cotisation est resté immuable depuis 30 ans. Et cette image du colonel Zacharias Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui s'est rendu à Dakar, la capitale sénégalaise, sur invitation de son homologue, le général de division Mamadou Gueye, haut commandant de la gendarmerie sénégalaise et directeur de la justice militaire Sénégal. Le colonel Zakaria a participé donc à la 4e conférence de l'organisation des gendarmeries africaines, l'OGA, et un colloque sur la criminalité qui s'est tenu le 23 et 24 novembre et ce qui a été présidé par le président sénégalais Macky Sall. Et une trentaine de hauts commandants chefs des gendarmeries africaines, des partenaires européens et des experts de la sécurité ont pris part à ces événements d'envergure pour échanger sur les enjeux sécuritaires en cours, les forces et faiblesses des gendarmeries africaines et les axes à renforcer. Il a surtout été question de mettre l'accent sur la formation des ressources humaines par la mise en place d'une base de données sur les filières des formations existantes en Afrique et échanger des stagiaires et l'appui mutuel dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines. Il a été abordé, entre autres, l'organisation des sessions de formation communes au profit des personnels de la gendarmerie africaine dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et la cybercriminalité, et de la nécessité de disposer d'une plateforme d'échange de renseignements et d'informations dans le cadre d'une entraide policière. Autre déplacement du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, mais cette fois en France. C'était donc le 25 novembre dernier où il a rencontré le vice-amiral Martin Gillier, directeur de la coopération de sécurité. Et lors de cette rencontre, le vice-amiral Martin Gillier et le colonel Zakaria, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ont évoqué la coopération entre la France et Djibouti et de la nécessité de redoubler d'efforts en matière de formation au profit du personnel de la gendarmerie djiboutienne
africaine, a déclaré que Djibouti était un pôle essentiel et stratégique dans la région et que la France ne pouvait pas délaisser pour compte ce pays. Le vice-amiral Martin Gillier s'est engagé à faire le nécessaire pour accentuer et renforcer la coopération existante. Dans le cadre de sa visite en France, le colonel Zakaria Hassan a été reçu par le général d'armée Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale française, à son bureau à la place Beauvau. Il ressort de cet entretien que les deux chefs de gendarmerie ont longuement discuté de la coopération et des relations qui lient les deux institutions sœurs. En bref, cette fois, suite au décret présidentiel du Conseil des ministres concernant les nouvelles mesures de sécurité, le 3e arrondissement a abrité ce matin une réunion de sensibilisation pour la société civile sur la sécurité qui était à l'ordre du jour, mais aussi l'assainissement. Et l'objectif de cette réunion était de réunir autour d'une table les parties concernées pour mettre au point les nouvelles mesures de sécurité. Et c'est dans cette optique que la société civile a été informée au cours de cette réunion. Ce matin, nous avons organisé une réunion de sensibilisation sur les nouvelles mesures de sécurité et aussi de l'assainissement pour la société civile. Le parti concerné était pris part à cette réunion, à savoir les représentants des associations, le chef de quartier, le leader de quartier et les imams, la police, les gendarmes. Tout le monde a participé à cette réunion. L'objectif majeur de cette réunion était de pouvoir informer la société civile sur les nouvelles mesures de sécurité et comment travailler aussi avec les forces de l'ordre. La réunion s'est déroulée dans un climat apaisant. Je demande à tous les habitants qu'il faut éviter de déverser de l'eau usée sur les voies publiques et devant les maisons afin d'éviter toute éventuelle maladie. Je lance un appel à tous les habitants de la zone du 3e arrondissement de veiller à ce que l'environnement soit respecté. À l'étranger, c'était dans les titres, la contribution de la Chine au développement de l'Afrique est importante. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre éthiopien. Ces 10 dernières années, l'Afrique a connu un développement économique rapide et la Chine y a apporté une contribution importante, a déclaré Haile Mariam Desalegn dans une interview conjointe accordée aux médias chinois. Il pense que le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui va avoir lieu en Afrique du Sud va insuffler un nouvel élan en relation sino-africaine et permettre de hisser le commerce et les investissements sino-africains vers de nouveaux sommets. Il a également dit espérer que les deux parties pourront aussi inclure des sujets comme la paix et la sécurité mondiale et le changement climatique dans le cadre des discussions. Toujours à l'étranger avec cette nouvelle envoi de forces spéciales américaines contre Daesh en Irak et en Syrie. Sous la pression des parlementaires américains, le secrétaire à la défense américain a annoncé hier devant une commission du Congrès le déploiement des forces spéciales supplémentaires. Il est donc revenu hier sur l'engagement du président américain Barack Obama qui a toujours répété qu'il ne voulait plus de soldats sur le terrain. 50 hommes sont déjà déployés dans le nord-est de la Syrie pour conseiller les forces arabes et kurdes. Actuellement, 3500 conseillers militaires et formateurs américains sont déployés en Irak, mais ils restent généralement dans leur base. Depuis les attentats de Paris, le président Obama est sous pression des deux parties pour prendre des mesures plus agressives contre Daesh. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.